On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On est 20 ans plus tard, 20 ans après cet épisode du Grand Verglas qui a marqué la Montérégie et principalement Saint-Jean-sur-Richelieu. Il était maire de cette ville en 1998. Je parle ici de Miroslav Sméreka. Il nous rappelle ses souvenirs du Grand Verglas. On est, oui, 20 ans après cette crise du verglas qui a affecté plusieurs villes de la Montérégie, mais notamment ici même, Saint-Jean-sur-Richelieu, avec Saint-Hyacinthe et Granby, le fameux triangle, les villes les plus touchées, où la panne aura duré quand même très longtemps, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Et on a beau être préparé un peu, beaucoup ou énormément, mais quand une crise comme celle-là arrive, on doit faire preuve de leadership, s'adapter. Et au Québec, bien évidemment, quand une crise comme celle-ci se produit, bien souvent, ça tombe dans la cour des villes et des maires qui doivent assumer ce rôle de leadership. Il l'a vécu de près. Il était le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu en 1998. Miroslav Sméreka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. À chaque tranche, à chaque année même, ou à chaque 5, 10, 15, 20 ans, et peut-être qu'on fera le même exercice dans 5 ans pour le 25e anniversaire, se rappeler cet événement-là, c'est comme un automatisme. Chaque humain qui a vécu cette crise-là ne peut pas faire autrement que de ne pas s'en rappeler. C'est exact. Moi, toutes les personnes que je connais à Saint-Jean, là, ils ont toute une histoire. Et pas pareil de l'un à l'autre, mais ils ont tous quelque chose. Qui était beau, de solidarité, de voisinage, etc. Accueillir la famille, incluant mon oncle, et toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est marqué parce que c'était vraiment inconcevable. C'était comme dans l'improbable. Et aussi, ça nous a réveillés dans le sens qu'on ne saisissait absolument pas notre totale dépendance à l'électricité. Quand on est maire d'une ville, bon, à ce moment-là, la fusion, évidemment, n'est pas passée. Non. Donc, on est dans un Saint-Jean-sur-Richelieu d'à peu près quoi, 40 000 habitants? 37. 37 000 habitants. Bon, mais évidemment, il y a Saint-Luc, il y a Iberville, Saint-Athanas, l'Acadie et les autres. Oui, c'est vrai, la loi des cités et villes prévoit que les villes assument un rôle de leadership en termes de mesures d'urgence. Vous étiez maire depuis environ 3 ans, au moment où la crise est arrivée. Quand on est maire d'une ville, est-ce qu'on se dit « Hey, un jour, il va peut-être avoir une crise, puis je vais peut-être avoir à gérer ça ». Est-ce qu'on y pense ou pas vraiment? Pas du tout. Même parce que j'ai toujours dit depuis ce temps-là que j'avais pas lu les petites lettres en bas de la page là, quand j'ai signé pour être maire. On sait qu'il y a des choses comme des inondations, comme on a souvent à Saint-Eugène, des choses. Mais quelque chose de cette ampleur-là est aussi un phénomène absolument unique, c'est que les bénévoles qu'on avait étaient eux-mêmes sinistrés. Oui. Et ça n'arrive pas d'habitude. Et parce que d'habitude, on est capable d'avoir un territoire circonscrit et donc avoir de l'aide qui vient de l'extérieur. Mais là, 1,3 million de personnes privées d'électricité, toute la Montérégie, etc., personne n'était capable vraiment... Donc, il faut aider, mais il faut nous-mêmes être aidés. C'est ça. C'est un paradoxe, ça. Et de sorte que souvent, il y a eu ces fameux choix chez certains, à savoir, est-ce que je vais m'occuper de ma famille ou est-ce que je fais ma job puis être bénévole pour la ville? À quel moment vous recevez le premier appel ou le deuxième ou le troisième? Bref, à quel moment vous sentez qu'on est devant une crise qui va nécessiter du long terme et de l'installation de la logistique et tout ça? Parce que, bon, on est au retour des fêtes, on est début janvier, il y a du verglas, il y a une panne de courant. Bon, comme un peu tout le monde, on s'organise les premières heures, mais à quel moment ça tombe dans la cour du maire? Automatiquement, ça a tombé. Dès la première journée, le premier verglas, on a ouvert la polyvalente Armand Racicot. On a reçu une 50aine de personnes. Et là, le verglas a cessé après quelques heures. Fait que là, on pensait, bon, ça va être totalement facile à gérer, etc. Mais, ça a repris, la deuxième vague. Et c'est là qu'on commençait à s'inquiéter, parce que là, ça a passé de 50 à 150, 175 personnes qui sont hébergées dans la polyvalente. Mais c'est le jeudi. Là, ça a tout sauté. Les pylônes métalliques tombaient, les transformateurs sautaient, les poteaux cassaient, les fils étaient sur les... Et là, ça a monté à 2000 à la polyvalente. Dans 24 heures, on est passé de 175 à 2000. Fait que c'est clair là, que... Mais on était déjà dans le coup
dès le début parce qu'il fallait être préventif, c'est-à-dire proactif. Bon. Mais comment on s'organise? Est-ce que c'est le chef des polices, le chef de pompiers, votre directeur général, M. Larivière, qui était... Non, techniquement ça s'est parlant, passé comment chez vous? techniquement, ça aurait dû être le directeur général, Roger Thériault, mais qui venait d'arriver à peine de la Côte-Nord, et de sorte qu'il a fait venir Michel Larivière, qui est directeur des travaux publics chez nous, Oui. et il a dit, Michel, c'est toi qui t'en occupes. Fait que c'est Michel qui a eu la job, puis il a fait un travail absolument incroyable. Vraiment, il avait des nerfs solides, parce qu'il devait gérer sur le terrain. Il y avait deux aspects dans la crise. Il y avait l'aspect humain. Donc, on avait nos loisirs, les services d'urbanisme, des bénévoles comme ça, qui s'occupaient là, des êtres humains dans les centres d'hébergement. Mais le côté matériel, il y avait tous les travaux publics, etc., la coordination avec la police, les pompiers. Mais il y avait aussi l'acquisition. On manquait de tout. Donc là, c'était Claude Farley qui s'occupait de nos approvisionnements, puis il a fait un travail extraordinaire. Et je ne sais pas comment il faisait pour connaître assez de monde partout dans le Québec, partout, pour nous faire venir toutes, que ce soit les génératrices ou d'autres choses, parce qu'on attendait toujours des lits, des draps de Croix-Rouge, puis ça n'arrivait jamais. Fait que là, on a acheté chez Zellers, on a dépensé, puis ça aussi, c'est un problème. On avait deux types de problèmes. Les premiers jours, nous, on est une ville garnison. On a des milliers de militaires chez nous. Mais il fallait que M. Bouchard et M. Chrétien s'entendent pour la venue des militaires. Alors, ça nous a coûté 3-4 jours en attendant, mais on a eu des élèves officiers pendant ce temps-là qui sont venus. Et ça, c'est une dimension bien importante, ça. À quel moment avez-vous pris la décision de vous-même vous installer au complexe sportif Claude Raymond, là, entre la Polyvalente et le Colisée? Le premier jour. Le jour 1? Le jour 1. Le jour 1, parce que chez moi, déjà, le jour où j'habitais, l'appartement où j'habitais, c'était plus fonctionnel. Là, j'ai fait fermer les tuyaux, etc. Puis j'ai dit, c'est ici parce que, pour moi, c'était clair. Il fallait que les gens qui vivaient l'expérience sachent que le maire il était avec eux. Parce que dès les 2 premiers jours, il y avait des gens qui disaient « Ah, le maire, il doit être à Montréal dans un hôtel, puis il vient le jour, etc. » Là, il y a du monde qui me connaissait qui sont venus montrer là où je dormais, sur un lit de gymnase à côté de la piscine. Quand Et là, une il a crise dit, comme Hey, celle-là arrive, là, qu'est-ce qu'on attend d'un maire et qu'est-ce qu'un maire peut faire? Techniquement parlant, le maire, c'est-à-dire, c'est lui qui doit assumer le leadership dans le sens que c'est comme une pyramide. Ceux en dessous de lui, au tout début surtout, vont le bombarder de questions parce qu'ils veulent se couvrir, ne pas être accusés d'avoir commis une erreur si jamais quelque chose ne marche pas. Donc, ben non, le maire il a dit que c'était correct. Donc, c'est la faute du maire. Donc, il faut être capable d'assumer ça. Deuxièmement, il faut être zen. Jamais faut-il paraître nerveux, parce que ça se communique, ça, aux gens. Alors, si les gens pensent qu'en haut, on est nerveux, bien, ça va filtrer en bas, puis tout le monde va être beaucoup plus nerveux. Mais quand tu arrives, tu es calme, là, puis tu es comme zen, pour ainsi dire, à ce moment-là, ça se communique, ça. C'est du non-verbal qui est très fort. Alors, il y a ça. Puis, il y a aussi à négocier, et négocier dans des situations, des fois, pénibles. Et moi, justement, beaucoup de journalistes québécois m'ont considéré comme chialeux parce que je critiquais beaucoup le gouvernement de M. Bouchard, qui, à l'époque, était adulé. Parce que n'oubliez pas, en 1995, il y a eu le référendum et tout ça. Alors, moi, je disais qu'il voyait la vie avec des lunettes roses. Je dis, ça se peut pas. On ne peut pas avoir des pylônes métalliques tombés puis dire que ça va être dans 3-4 jours que ça va être réparé. C'était comme déconnecté. De sorte que, pour moi, il fallait que le monde ait quelqu'un qui se dise la vérité. Quelles ont été, bien justement, peut-être via ces entrevues, mais quelles ont été les pressions politiques que vous avez exercées durant cette crise à l'égard des gouvernements ou des instances? Bien, c'est-à-dire qu'on communiquait avec eux. Les ministres du gouvernement péquiste de l'époque, M. Bernard Landry, le ministre de la Sécurité publique, M. Bélanger et d'autres, sont venus. Là. Donc, on était en interaction avec eux. Seul et unique, Lucien Bouchard n'est jamais venu à Saint-Jean. Il est venu à Saint-Luc,
puis maintenant que Saint-Luc est fusionné avec Saint-Jean. Mais jamais à Saint-Jean. Mais jamais à Saint-Jean. Parce qu'il vous en voulait pour vos commentaires? Oui, il m'en voulait. Vous n'avez pas parlé au téléphone, non? Non, même pas. Il ne voulait rien savoir. Pour toutes sortes de petites raisons que j'ai appris par la suite. C'est mon entrevue avec Bernard de Rome, là, dans laquelle j'avais dit on est à 35 km de Montréal, et puis on n'a pas de batterie, puis on n'a pas de lit, puis tout ça. Je ne savais pas que ça allait être diffusé dans TV5 à travers le monde. Et donc, les consuls en Vietnam, au Suisse, etc., appelaient les consuls québécois. Puis là, M. Bouchard n'a pas aimé ça. Pas en tout. Atteinte à la réputation du Québec. Dommage. Mais pour moi, non, c'est mon monde. C'est ça que, ultimement, j'ai toujours dit subséquemment à tout ça, c'est qu'il y avait une différence dans le type de gestion de la crise. M. Bouchard faisait une gestion lucide de cette crise-là. Moi, je faisais une gestion solidaire, c'est-à-dire j'étais avec le monde. Et puis la priorité, c'était le monde, et personne d'autre. Et que je perdrais mes élections après, là, parce que ça m'en foutais. C'était vraiment la vie, parce que je voyais le monde, là. Ça n'avait pas de sens, surtout la première semaine à la polyvalente. Je te dis, c'était pas de tout repos. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on regarde avec le temps. Ça m'a marqué, effectivement, parce que 6 mois après l'événement, j'ai eu une crise cardiaque. J'ai un stent maintenant, un infarctus, un stent en dedans de moi, garanti pour 50 ans. Là. Il y en a déjà de 20 de passés. Ça me rappelle tous les jours l'événement. Je ne pourrais jamais l'oublier. Parce que la crise a été éprouvante physiquement et mentalement? C'est parce que les 13 premiers jours, j'avais décidé d'avoir un nouveau concept de ce qu'on appelle 24 heures. J'allais être debout 20 heures, puis dormir 4 heures. Pour une raison simple. Tout de suite, je me suis aperçu qu'il y avait une différence entre le chiffre de jour et le chiffre de nuit. Et qu'il y avait beaucoup de médias, beaucoup d'attention le jour. Rendu le soir, là, il n'y en avait pas beaucoup. Mais les gens étaient bien importants le soir. C'était aussi important le soir que le jour. Et de sorte que ne pas être là aurait, comme dans mon esprit, minimisé leur importance. Mais comme ils pouvaient me voir jusqu'à très tard, jusqu'à 2 heures du matin, là, ils disaient, ma mère, il nous considère importants, il est avec nous jusqu'à 2 heures. Il ne nous lâche pas à 8 heures, 9 heures, là. Il peut être juste là le jour. Il est là le jour, puis là le soir. Donc, on est aussi important. C'est ça qui crée la solidité, la solidarité. En quoi la Ville a-t-elle aidé ses citoyens et de quelle façon? Bien, la Ville, d'abord et avant tout, on a participé à toute la question de s'assurer avec notre police et nos pompiers, de la visiter. Oui. D'abord, assurer la sécurité dans la ville, mais aussi à visiter tous les logements pour s'assurer que les gens n'allaient pas souffrir de monoxyde de carbone. Et aussi les encourager à venir dans l'un ou l'autre des 2 sites d'hébergement et de leur offrir les possibilités. Deuxièmement, c'était toute la question du bois de chauffage. Ensuite, on avait le hangar H4, où là, il y avait un paquet de denrées de toutes sortes que le monde pouvait venir et ça. Et finalement, la cerise sur le sundae, que j'ai toujours de la misère à digérer, c'est l'honorable M. Bouchard qui déclare aux Québécois sinistrés qu'après 14 jours de sinistre, ils recevraient un chèque de 70 $ par semaine, chacun, mais il n'envoie aucun fonctionnaire. Puis nous, comme sinistrés, il fallait gérer ce programme-là. Et donc, trouver un local, trouver une génératrice pour que ça fonctionne, pour que ça éclaire, assurer la sécurité, assurer l'aspect financier, bancaire, assurer la façon informatique pour gérer, pour qu'on ne fraude pas, que les gens ne reviennent pas 2-3 fois, etc., pour la même chose. Et tout ça, là, pendant qu'on gérait tout le reste. Mais ça, c'est pas grave. On a applaudi M. Bouchard pour sa compassion humaine d'offrir le 70 $, mais c'était de nous autres. Et donc, le premier jour, quand on a réussi à faire ça au cégep, il y a eu des dérapages la première journée, parce qu'on avait tout un système à fonctionner. Alors, qui s'est fait blâmer? C'est le maire, c'est pas M. Bouchard. Alors, ça, c'est ce genre de choses qu'on oublie difficilement. Qu'on dit, bon, vous voyez, là, on nous demande de faire des choses impossibles, puis on les faisait. C'est tout. Quels ont été les dommages
post-verglas en termes d'infrastructure, d'équipement et tout ça? Parce que dans la ville, il y avait quand même des poteaux, des fils Oui. qui traînaient un peu partout. Même pendant plusieurs années, on voyait encore des vestiges. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques doubles poteaux qu'on voit encore d'installer à vos propres installations aussi au niveau de la ville. C'était quoi les dégâts après? Bien, c'était en généralement une espèce d'affaiblissement des structures, si on veut, à cause du poids. Oui. Notre plus grand problème, c'était d'essayer le plus rapidement possible d'enlever la glace sur les toits. Parce que c'était pas juste comme la neige. Quand on dit souvent la neige, on amoncelle ça, puis c'est pesant, puis il faut enlever la neige. Mais imaginez-vous 100 mm de glace qui fait tomber des pylônes métalliques. Alors, sur les toits de tous les immeubles municipaux, c'était toute une tâche, ça, parce que c'était pas évident. Et aussi, toute la question que c'était de la glace partout. En même temps, durant cette crise, parce que dans les premiers jours, on se disait, bien, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Puis là, à un moment donné, on se rend compte que oui, ça va revenir, mais dans 1, 2, 3, peut-être même 4 semaines. Exact. Ça change un peu la perspective, ou même à la limite, les gens même adoptent une certaine routine. Exactement. Une certaine routine de crise. C'est ça, un quotidien de crise. De sorte que c'est comme ça. On se lève le matin, on fait ça, on fait ça, puis on répète. Puis, on répète, là, c'est ça. Sauf qu'on commence à être... On est tanné en bout de ligne. Là. L'expérience ultime, c'est qu'on se dit qu'on était tanné de vivre ça, mais on n'avait pas de choix. Et donc, on le vivait, mais on s'est dit, je ne veux plus jamais revivre ça. Ouais. Est-ce que vous étiez en contact avec Hydro-Québec? Aviez-vous des... Ah oui, constamment. Constamment. Constamment dans le sens, plutôt. Michel Larivière, là, coordonnait. Mais comment je dirais ça? Chaque fois qu'on voulait avoir des précisions, c'est un peu comme la même chose. Le rédacteur en chef de la Voix de Granby de l'Est là, disait, chaque fois qu'on appelait et on voulait avoir des informations, on nous disait tout le temps, bien, attendez la conférence de presse conjointe de M. Caillé et M. Bouchard. Ça ne nous donnait pas grand-chose. Mais sauf qu'on communiquait à travers l'équipe de Michel avec les gens sur le terrain. Donc, les monteurs de ligne, etc. On voyait le progrès qui pouvait se passer, mais pas d'en haut, mais à partir des gens sur le terrain. Est-ce que durant la crise, est-ce qu'il y a eu des éléments que vous saviez, mais qui n'étaient pas opportuns de communiquer? Je prends l'exemple dans le cas de Montréal, où Pierre Bourque a déjà avoué, quand la problématique de l'eau potable est survenue, que là, évidemment, avoir lâché le morceau sur la place publique aurait énervé tout le monde, et bref. Donc, on a retenu l'information un certain temps. Est-ce que vous, durant cette crise, est-ce qu'il y a eu des moments où il y avait des choses que vous possédiez comme information, mais que vous n'avez pas communiqué sur le moment parce que ce n'était pas opportun de le faire? Non, j'ai jamais eu ce problème-là. Au contraire, j'ai eu à gérer l'effet contraire, d'annoncer quelque chose, puis 1 heure après, devoir dire le contraire, puis 1 heure après, de dire de nouveau le contraire. À savoir, quand on avait les fameuses douches, là, dont je parlais, à la polyvalente, on avait une générale, les gens, on commençait à vouloir ouvrir le dextrase. Mais là, le dextrase n'avait pas de génératrice non plus. Donc, il fallait à la fois avoir une génératrice pour la polyvalente, une génératrice pour dextrase. Et on les a eus, mais sauf que en annonçant ça, là, on avait séparé les gens à la polyvalente cafétéria en attendant de prendre une douche, etc. Puis on a dit aux gens, lorsqu'après vous avez fait votre douche, vous pourrez aller au dextrase. Mais sauf qu'il y a eu des problèmes techniques de jumelage de la génératrice avec le dextrase. Donc, il a fallu dire non, on ne peut pas. 1 heure et demie après, oui, vous pouvez. Là, 1 heure et demie après, encore, non, ça ne peut pas parce qu'on a un gros problème. On peut pas, vous ne pouvez pas nous envoyer ce monde-là qui vient de prendre une douche avant que tout l'édifice du dextrase se réchauffe. Donc, c'est seulement le lendemain. Donc, là, c'était vraiment le contraire. Je disais quelque chose, j'ai eu à contredire, ensuite, j'ai eu à contre-contredire, puis finalement, à contre-interdire. Alors, laissez-moi vous dire que du point de vue de ce que pensaient les gens à ce moment-là de leur mère, là, c'était pas fort. Mais ça, je préférais leur dire ce qui se passait,
Puis Quitte j'ai jamais à corriger, eu, ouais. quitte à corriger, Ouais. mais j'ai jamais eu à ne pas dire quelque chose. On n'a jamais vécu une histoire comme Montréal. Avez-vous reçu de l'aide extérieure ou des villes en particulier? Parce qu'on l'a vu dans certains cas, des villes qui étaient un peu parrainées par une autre ville, là, parfois. Est-ce que ça a été le cas ici? Est-ce que vous aviez eu... Oui. Par exemple, au niveau de Toronto, la police de Toronto nous a envoyé des grosses lumières. C'est-à-dire parce que quand on faisait la tournée avec notre police, là, pour voir si tout allait bien dans les maisons, là, on avait juste un nombre très limité de grosses lumières. Alors là, il en manquait pour faire un job. Alors, il nous a envoyé. De l'autre côté, on avait la question, comment est-ce que le monde peut avoir de l'information s'ils n'ont pas d'électricité? Alors, la réponse était radio transistor. Donc, les Alouettes nous ont fourni 500 radios, mais ce sont les élèves des écoles primaires et secondaires de l'île du Prince-Édouard qui se sont mis ensemble et nous ont envoyé les batteries nécessaires pour mettre dans les radios que nous avaient fournis les Alouettes. Fait que ça venait de par Nouveau-Brunswick, nous a envoyé du bois, etc. Fait qu'il y a eu beaucoup d'entraide. La ville de Fermont, même, nous a envoyé un chèque de 10 000 pour nous aider dans nos dépenses, etc. Ça venait de partout. Mais au final, ce que les gens se rappellent, c'est la solidarité. Ah oui, définitivement. Ça, la solidarité et aussi, je dirais, la résilience. Ouais. Parce qu'il y a eu, comme je te dis, cette transition entre vivre la catastrophe puis tout d'un coup trouver un quotidien, une routine quotidienne. Pour ça, il fallait avoir une certaine résilience, une certaine acceptation, et non pas se morfondre puis de déprimer, etc. Non, accepter qu'il y a une réalité, puis vivons-la, même si elle nous agace. Et il y a eu aussi, bien ça, les gens s'en rappellent peut-être un peu moins, mais il y a eu quelques épisodes parfois soit de mesquinerie ou de gens qui tentaient de profiter de l'occasion. Ah oui, il y a eu des vols de génératrices chez le voisin, comme on dit. Oui. Ça, c'est... Mais ça, l'humain étant l'humain, ça fait partie d'un pourcentage. C'est un minime pourcentage, Ouais. mais dans toute société, il y a ce phénomène-là. Et il y a aussi cette résilience. Et cette résilience, surtout, parce que c'était quelque chose de complètement inconcevable. Ouais. C'était, pour les gens, là, se retrouver dans une telle situation, surtout dans le sens d'une telle durée de situation. Ouais. C'est là que c'était le problème. Si ça avait été 3, 4, 5 jours, ça aurait été une chose. Mais 28, 30 jours, là, en mois de janvier, c'est pas évident. Bon. Et si les gens, peut-être à certains moments, étaient durs avec leur mère durant la crise, n'en demeure pas moins que 8 mois plus tard, vous étiez réélu. Oui, mais c'est pas tellement ma réélection qui m'a plu. Ce qui m'a plu le plus, c'est le gouvernement a mis sur pied la commission Nicolette. Oui, c'est et vrai, une des recommandations, ça a été de régionaliser. Moi, j'avais dit ça souvent, que décider à partir de Sainte-Foy, c'est vraiment rien comprendre ces régions. Alors, ils ont décidé, puis on a maintenant, à travers le Québec, un certain nombre de directions régionales. Alors, de la sécurité publique. De la sécurité civile. Là. Et celle pour la région de Montérégie et Estrie, ils l'ont placée sur la rue Jacques-Cartier, juste pour que je puisse la voir de ma fenêtre de mer. Ça, c'était ma plus grande joie. Ils ont beau dire que j'ai chialé, mais c'est où est-ce qu'ils ont mis leur bureau régional. Pensez-vous qu'ils ont fait exprès pour qu'il soit visible l'hôtel de ville? Moi, je pense qu'ils ne m'ont pas oublié. Miroslav Smireka, merci beaucoup. C'est un plaisir donc de se rappeler ces souvenirs du Grand Verglas de 1998, au moment où vous étiez maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Plaisir. Restez avec nous au retour de la conclusion de l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Les commerçants du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville sont invités à rencontrer le maire mardi, le 23 janvier prochain, au restaurant Les Glaces dans le secteur Iberville. Vous savez, avec tous ces travaux et ces impacts, le maire veut avoir le pouls un peu des commerçants. C'est d'ailleurs l'objectif de cette rencontre. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télé Bingo avec 4 000 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, si vous désirez me joindre, de suggestions, commentaires, faites-le par courriel. L'adresse est simple, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et puis, entre-temps, bien sûr, on vous invite à voir et revoir nos émissions en syntonisant, bien sûr, la télévision du Richelieu via le web à tvhr9.com. À demain. Bye-bye.